Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Merci d'écouter la L3L, ici Louis au micro, et sachez que je suis très heureux de vous retrouver pour ce débat sur le thème du choc des générations, orienté vers les mouvements sociaux concernant leur rôle, leur fonctionnement ou même leur contrôle, enfin bref, leur évolution. Bien sûr, je ne suis pas tout seul, accueillons notre première future consoeur radio qui fait sa deuxième apparition à la L3L, Laura. Salut Louis, salut tout le monde, très contente d'être autour de la table. Salut, enchanté. Également, nous avons à nos côtés un habitué du troisième lieu de débats et ébats politiques, j'ai nommé Thomas. Salut. Enchanté aussi également. Puis enfin, deux nouvelles têtes dont la connaissance et l'analyse nous sera d'une grande aide. Commençons par le plus vieux, Kérien. Bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir invité, je suis très heureux d'être là. Eh ben, on est heureux également. Et puis enfin, pour terminer, Victor, aka Ben la limace. Enchanté. Bonjour, merci de m'avoir invité, c'est très sympa. Eh ben écoute, je suis très heureux de vous avoir là pour ce débat. Et voilà, ces présentations faites, je vous propose de nous lancer directement avec cette question. À votre avis, les mouvements sociaux sont-ils toujours aussi efficaces qu'avant? Est-ce que quelqu'un se dévoue pour commencer? Thomas, tu te sens chaud? Alors, putain, tu commences fort. Ouais, ça commence fort. Efficace, comment est-ce qu'on considère un mouvement social efficace? Je dirais qu'il amènerait, tu vois, Qui amène un changement? normes qui amènent vraiment un changement. Je vais te donner peut-être un exemple, mai 68 et un peu plus actuellement quand même, je dirais tout ce qui tournait autour du mariage gay, mariage homosexuel. Tu vois, vers 2014 si je me trompe pas. Si je puis me permettre, mai 68 a quasiment rien apporté. En termes de changement profond de la société, ça change rien du tout, mai 68. Les mobilisations pour le mariage pour tous, oui, effectivement. Après, bon, c'était relativement évident que ça allait passer. Est-ce qu'il y a une perte d'efficacité? Non, je pense pas qu'il y ait une perte d'efficacité. Je pense juste que ça s'est transformé. Le rôle que jouent les mouvements sociaux s'est transformé en fait au sein de la société. Et on le voit beaucoup ces dernières années. Les mouvements sociaux ont moins d'effets. On peut parler du mouvement des Gilets jaunes ou quoi. Ça a moins d'effets concrets parce que c'est des mouvements qui demandent pas la même chose. Tu vois, tu parles du mariage pour tous, c'est un changement. Ouais, c'est vrai aussi. Qui nécessite pas grand chose, tu vois, entre guillemets. Qui nécessite quand même un gros changement au niveau de tout ce qui va tourner autour du droit du mariage, etc. Mais du coup, c'est peut-être. Non, parce qu'en fait, c'était juste rajouter, changer entre personnes de sexe différents entre personnes, quoi. Oui, mais fallait l'ajouter dans le droit. Donc, par exemple, c'est on va dire une évolution juridique qui a permis une grosse avancée. Je suis complètement d'accord. Ce que je veux dire, c'est que ça touche à une mesure. Ouais. Si tu prends derrière le mouvement des Gilets jaunes, tu peux dire le mouvement des Gilets jaunes, ça a eu aucun impact. D'accord, mais le mouvement des Gilets jaunes, ça demande pas de changer une mesure. Ça demande de changer tout un système en profondeur avec des gens qui sont pas d'accord entre eux et d'avoir un débat sur la manière dont on veut avancer. Donc forcément, les impacts, tu peux pas dire que ça a plus d'impact, enfin que ça a moins d'impact concret. Ça demandait pas du tout la même chose. Et en plus, je garde parce que c'est un exemple très très important, je pense, les Gilets jaunes. C'est en plus des gens qui sont mobilisés ensemble, mais qui sont pas d'accord entre eux. Ouais, c'est d'ailleurs une autre forme. Est-ce que du coup, un mouvement social, il va demander un seul changement, ou alors est-ce que c'est l'expression de plusieurs contradictions, plusieurs demandes, plusieurs revendications? On tend de plus en plus à aller vers des mouvements sociaux, enfin je pense en tout cas, on tend de plus en plus à aller vers des mouvements sociaux qui demandent des changements profonds et systémiques. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, Black Lives Matter aux États-Unis, etc., ça touche sur un sujet précis, mais à plein de choses différentes. Et du coup, oui, c'est des mouvements qui deviennent de plus en plus gros et qui du coup, touchent à de plus en plus de choses. Je vois ce que tu veux dire. Puis de toute façon, il y a un côté où quand on a un mouvement social qui est qui illustre en fait parfaitement la société, parce qu'une société qui est d'accord sur tout, qui avance à l'unisson sur un sujet, ça n'existe pas. Du coup, quelque part, le mouvement des Gilets jaunes, il peut être une forme d'exemple de ce qu'est la société française actuelle, c'est-à-dire beaucoup de désaccords sur beaucoup de choses. C'est des divergences d'opinion, il y a aussi des concordances sur certains points. Donc un mouvement social, à moins que je me trompe dans mes trucs historiques, mais il n'y a pas de... Enfin, c'est rare qu'un mouvement soit à l'unisson complet. Et je rejoins sur ce que disait Thomas, pour le mariage homosexuel,
En fait, c'était facile d'être concordant parce que le but, c'était que le mariage pour les homosexuels soit légal, en fait. Donc, comme tu avais un but qui était unique, qui était plus simple, enfin simple, on se comprend, ça rendait, en fait, ça permettait de faire un point de convergence, en fait. Ouais, ok, donc ça veut dire que l'efficacité finalement d'un mouvement social n'est pas due à son, on va dire, à la temporalité, c'est-à-dire l'histoire, on va dire dans l'histoire, c'est-à-dire que mai 68 pouvait être autant efficace que les Gilets jaunes parce qu'il y avait une pluralité de demandes. Par contre, un mouvement qui demande une seule revendication, vous pensez que c'est ce qui fait que le mouvement est efficace? Non, c'est là où c'est plus simple de voir s'il est efficace ou pas. C'est-à-dire qu'en gros, l'efficacité d'un mouvement où il n'y a qu'une seule demande, c'est est-ce que cette demande, elle est apparue, enfin, elle s'est concrétisée ou pas. Et là, tu peux voir, bah si oui, c'est que le mouvement était efficace, sinon, c'est que ça n'a pas été efficace. Enfin, c'est évidemment plus compliqué que ça, mais quand tu as des dizaines et des dizaines de revendications, je pense que c'est plus... L'efficacité, tu peux plus la mesurer en qu'est-ce que ça nous apprend sur la société française. Quelles sont les demandes communes? Pour moi, un des gros apprentissages qu'on a eu du mouvement des Gilets jaunes, c'est la volonté pour les gens de faire de la démocratie participative. Les gens ont envie de s'intéresser à la politique, les gens ont envie de participer, les gens ont envie de pouvoir proposer des idées, de pouvoir s'intéresser au quotidien à la vie politique française, ce qui est absolument pas le cas actuellement. Actuellement, en gros, on demande de voter tous les 5 ans, on essaie de te faire voter plus un peu entre les présidentielles, mais c'était l'initiative citoyenne qui était proposée. Donc l'initiative citoyenne, ça c'est une volonté que tu peux voir au travers du mouvement des Gilets jaunes et qui est super importante pour moi. Et les Gilets jaunes ont été efficaces pour montrer ça. Après, derrière, il y a eu le grand débat national qui a quasiment rien apporté et il n'y a pas plus de démocratie participative. Mais ça montre une volonté déjà et c'est important, je trouve. Ok, je vois. Tu veux réagir, Victor? Déjà, je pense que c'est important de définir déjà, qu'est-ce qu'on entend par étant efficace? Et tu l'as très bien mentionné, c'est que parfois on peut dire que c'est efficace quand c'est médiatisé, ou parfois c'est efficace parce que ça a un réel impact sur, par exemple, le système de représentation dans notre pays. Effectivement, un mouvement social, je pense que c'est beaucoup plus dur d'être efficace quand il y a de multiples revendications, quand ils ont du mal à se mettre d'accord. Mais pour moi, s'il veut être efficace, c'est-à-dire avoir un impact sur le système politique, c'est très important d'avoir des revendications, d'avoir des relais au sein de l'élite politique. Si on prend la Révolution française, elle a été efficace parce qu'il y a eu un mouvement des masses, mais aussi parce qu'il y a eu des représentants dans l'élite politique qui ont porté cette Révolution française, comme la BCIS par exemple. Donc ils faisaient partie de l'élite politique, donc ces gens-là, ils ont permis de faire en sorte qu'il y ait un réel impact, que la Révolution française soit efficace parce qu'elle change le système politique, même si ça a mis 150 ans pour que la démocratie s'installe, entre 1789 et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ok, mais alors, par rapport à tout ce qui est manifestation sur l'écologie, on peut parler de Greta Thunberg avec les grandes marches pour l'écologie. Finalement, c'est aussi quelque chose d'énorme, comme une révolution, et pourtant on voit que ça peine à s'activer, ça peine à se transformer. On peut parler tout simplement de la COP26 qui est entre guillemets un échec total pour nombreux manifestants. Et d'ailleurs, ça se transcrit même sur les premiers jets de la COP26 qui dit qu'on veut juste doubler la finance pour l'adaptation d'ici 2025 par rapport au niveau de 2019. Donc c'est vrai qu'en termes simples, c'est facile, mais par rapport à une évolution de tout ce qui va se passer plus tard, on a du mal à se dire que finalement ces marches, elles soient efficaces, elles soient utiles. Tu veux réagir, vas-y. Pour rebondir sur ce que tu dis, Louis, je pense que pour véritablement évaluer l'efficacité d'un mouvement, ou qu'il soit écologique, contre les féminicides, toutes ces choses-là, je pense qu'il faut d'abord distinguer les mouvements entre eux, à savoir les mouvements qui sont dirigés contre un État, contre les institutions, contre même le gouvernement, pour qu'ils prennent les mesures nécessaires justement au sujet qui est concerné, ou alors les mouvements qui sont là pour sensibiliser, pour changer les mœurs, et plus particulièrement pour véritablement marquer les esprits pour ensuite avoir un réel impact au niveau étatique. Je pense que si, par exemple, on prend les manifestations qui sont en train de se dérouler aujourd'hui même, début février, à Ottawa, au Canada, où il y a des centaines et des centaines de manifestants qui ont occupé la ville d'Ottawa
et qui sont anti-vax, là, c'est véritablement un mouvement social contre les institutions gouvernementales, contre les institutions canadiennes, et qui est complètement différent, par exemple, d'un mouvement comme Black Lives Matter, où certes, on avait besoin justement de réels procédés, de réels dispositifs pour lutter contre les problèmes judiciaires ou même policiers, mais c'était un mouvement qui était surtout pour sensibiliser la population, comme quoi c'était pas tout rose dans le monde policier. Alors, je suis assez d'accord, et en même temps, tout mouvement social cherche à sensibiliser la population, en fait. C'est le principe même d'un mouvement social. Un mouvement social va apparaître petit à petit. Et alors, on peut partir dans de la socio, des mobilisations collectives, etc. C'est pas ce qui est intéressant là. Mais toujours est-il qu'après que des gens commencent à se regrouper, etc., il y a une grosse phase qui est une des phases les plus importantes, en fait, dans une mobilisation, c'est la phase de recrutement. C'est en gros, il faut trouver des alliances. Alors ça peut être des alliances avec des syndicats, ça peut être des alliances avec d'autres groupes mobilisés, avec des intérêts communs. Et cette phase de recrutement, elle est super importante, parce que donc, c'est justement une phase de sensibilisation. C'est de dire aux gens, il y a tel problème-là, peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais on vous explique qu'il y a tel problème-là qui existe. Et nous, on aimerait que ça soit mis en place. Sur l'écologie, c'est ça en fait. Le gros des manifestations écologiques, enfin pour l'écologie, c'est ça. Mais il y a aussi toute une phase qui est, maintenant c'est bien, on a sensibilisé les gens, mais sensibiliser les gens c'est bien beau, mais tant qu'il n'y a pas de changement politique derrière, donc en fait ça change rien. Donc en fait tous les mouvements sociaux derrière sont contre un État, contre une institution. C'est juste que certains mouvements sociaux passent plus de temps sur se permettent plus d'aller sensibiliser les gens, etc. Tu as parlé de mouvements anti-vax. Les mouvements anti-vax vont aussi faire de la sensibilisation et tenter de convaincre les gens. Je passe suffisamment de temps sur Twitter pour le voir. C'est juste que c'est fait de manière différente dans les discours et dans les actions. Mais c'est en soi, les deux phases, s'opposer aux institutions et sensibiliser la population, les deux phases, tous les mouvements sociaux le font parce que c'est obligatoire en fait. C'est deux phases qui sont obligatoires. Je crains d'être en désaccord avec toi, tout simplement parce que si on prend justement les manifestations dont je parlais à Ottawa, c'est avant tout des personnes, et le plus gros des personnes, c'est des routiers qui veulent accéder aux États-Unis, aux frontières américaines en fait, justement pour exercer leur métier. Et les États-Unis, les Américains leur ont dit, vous ne pouvez pas traverser la frontière si vous n'êtes pas vacciné. Donc, je suis d'accord avec toi pour dire que c'est une manifestation contre une institution, contre un gouvernement. Mais pour moi, ce n'est pas nécessairement un message politique destiné à ceux qui ne sont pas comme eux, à savoir les vaccinés. Pour moi, il n'y a pas forcément des messages politiques qui sont plébiscités derrière. Et on peut prendre les anti-vax en France, c'est pareil, quand ils manifestent dans la rue, c'est forcément, il y a une image politique qui est donnée par ce genre de manifestation. Mais avant tout, c'est pour protester contre le pass sanitaire ou contre le pass vaccinal, pour retourner au restaurant, pour retourner au cinéma, mais pas forcément pour que tout le monde soit d'accord avec eux. C'est avant tout pour leur propre liberté. Après, ça reste pas... ça reste pas quand même plus une sorte de message quand même destiné, parce que on a envie d'adopter le comportement des personnes qui se mobilisent. Enfin, on n'a pas envie, justement, on a envie de montrer un comportement à adopter. Je repars sur l'écologie, du coup, ou même, par exemple, je pense qu'on peut aussi parler de temps en temps du SMIC, que certaines personnes veulent le relever et montrer qu'il y en a qui en ont besoin, et que du coup, on est obligé de s'adresser à la population pour qu'elle rejoigne le mouvement. Donc je pense que malgré tout, il y a quand même cette petite particularité que le mouvement il s'adresse à tout le monde. Même aux institutions du coup et à la population. De toute façon, pour qu'un mouvement soit efficace, il faut que la cause qu'il défend parle au plus grand nombre. Ouais, légitime aussi. Tu parles d'un mouvement, je sais pas, il y en a certainement qui ne font pas de bruit parce qu'ils ne touchent pas à un ensemble, etc., etc. Tu vois, par exemple, pour le cas des anti-vax, etc., ça touche parce que déjà, on est en pleine crise Covid. Donc, la lumière sur ça, c'est tous les jours, tout le temps. Et de l'autre côté, parce que ça touche une partie de la population et il y a beaucoup de choses qui sont mises en valeur. Genre, Kyrian parlait des libertés, c'est exactement ça. C'est pour ça que ça fait autant de bruit. Mais un mouvement social, pour qu'il fonctionne,
outre le fait qu'il faut qu'il y ait des échos un peu partout, que ce soit en politique ou ailleurs, pour qu'il y ait vraiment une progression, il faut que la cause, elle parle à tout le monde en fait. Parce que sinon, tu vas pas intégrer grand monde en fait. Ouais, c'est vrai aussi. Mais après, pour tout ce qui est... je parle plus, on va dire, niveau économique, mais on peut pas parler à tout le monde. Donc comment on fait pour que notre mouvement il soit compris même par des personnes qui n'ont aucun lien avec notre propre mouvement? Alors là, ça fait appel à ce qu'on appelle, les répertoires d'action. Répertoire d'action, qu'est-ce que c'est? C'est en gros l'ensemble des choses qu'on peut faire quand on commence à se mobiliser pour quelque chose. Bon bah, on va faire des choix. Est-ce qu'on fait une manifestation? C'est le truc le plus connu entre guillemets, c'est l'action classique. Est-ce qu'on fait un blocage comme à Ottawa du coup, où on va bloquer une institution, ou des fois même pas une institution. Il y avait un mouvement, alors je crois que c'est dans les années 70 et c'est à Lyon, les prostituées du Vieux-Lyon et des pentes, j'ai oublié le nom des pentes, je pense que la Croix-Rousse, voilà, les prostituées de la Croix-Rousse et tout, qui ont bloqué une église par exemple. Qui ont bloqué une église et pour dénoncer leurs conditions de travail, je sais plus quoi. Enfin, en gros, pour dénoncer la répression policière, voilà. Tu peux faire des blocages, tu peux faire. Maintenant, ça passe beaucoup aussi par les réseaux sociaux. Enfin voilà, il y a plein d'actions que tu peux faire. Et c'était quoi la question? J'ai oublié. J'ai commencé à parler de répertoire d'action. J'ai bu tes paroles, donc c'est vrai que la question. Oui. Comment communiquer finalement aux personnes qui n'ont pas de lien direct avec ta manifestation? Justement, en fait, ça va dépendre de pourquoi tu te mobilises. Les Gilets jaunes, ça va pas pareil que Black Lives Matter. Ça va dépendre de quel type de public touche ta mobilisation. Quand tu fais la manif pour tous, il y a de grandes chances que tu sois dans la part plus âgée de la population. L'âge moyen des gens qui se sont mobilisés pour la manif pour tous était plus élevé que l'âge moyen des gens qui se sont mobilisés pour Black Lives Matter, par exemple. Oui, après c'est vrai que ça dépend de donc derrière, ton mode de communication et la manière dont tu vas te faire connaître, il change selon si tu te mobilises pour Black Lives Matter ou pour voilà. Et aujourd'hui, ça passe énormément par les réseaux sociaux. Et on peut voir, la Manif pour tous, ils ont fait beaucoup de communication sur Facebook, qui est utilisé principalement par les populations plus âgées. Black Lives Matter, on en a beaucoup entendu parler, alors partout certes, mais principalement sur Instagram ou sur Twitter. Comme les Ouïghours d'ailleurs, peut-être même sur Twitter aussi pas mal, mais sur Instagram il y a pas mal. Les carrés bleus clairs de Glucksmann sur Insta, ou qui s'est inspiré des carrés noirs de BLM, qui étaient aussi sur Instagram. Ça, on l'a très peu vu sur Facebook parce que c'est pas le public cible en fait. C'est vrai. Je rebondis d'ailleurs sur les réseaux sociaux. C'est une plateforme qui est entre guillemets quasiment incontrôlée par les gouvernements parce que c'est pas eux qui ont la main mise sur les algorithmes, etc. Finalement, est-ce que du coup le gouvernement, même s'il n'a pas cette main mise, il a intérêt déjà à limiter le contenu des réseaux sociaux pour endiguer, on va dire, les fake news ou même les nouvelles qui ne sont pas, qui l'embêtent un peu? Est-ce que vous pensez qu'il faut le faire ou il ne faut absolument pas le faire parce que les réseaux doivent rester comme une sorte de bulle à part de la vie quotidienne, ou de la vie publique? On part sur complètement un autre débat. La part des réseaux sociaux dans la politique, on peut passer 2 heures dessus. Pas forcément, mais plus quand on le lie aux manifestations. C'est-à-dire que ces réseaux sociaux, est-ce que c'est une base principale? Si on reformule la question, est-ce que c'est une base principale déjà pour les manifestants? Et est-ce que le gouvernement a intérêt de limiter ça par rapport aux manifestations? De toute façon, tu as la manifestation qui se fait dehors. Donc là, déjà, tu as un premier champ. Et maintenant, c'est devenu incontournable en France notamment. Les réseaux sociaux, c'est un octogone géant, quoi. C'est-à-dire que tu as la manifestation qui se joue dans la rue et tu as la manifestation qui va se jouer sur les réseaux parce que le nombre de politiciens qui s'envoient des punchlines sur ce qui vient de se passer, ça fait un autre théâtre en fait d'opération. Mais après, pour rebondir sur ce que tu disais sur est-ce que l'État a intérêt à venir un peu se mêler de ce qui se passe sur les réseaux, ils le font involontairement quand les politiciens s'expriment avec leur compte.
Mais après, il y a un côté où il risque de se frotter à un côté liberté d'expression puissance 1000 dans le sens où c'est bon, l'État il nous contrôle un peu de partout tout le temps. Quand je suis sur Twitter machin, j'ai pas envie que l'État il vienne me voir pour me dire faut pas dire ci, faut pas dire ça. Ou... Tu vois, là tu pourrais t'attaquer à quelque chose d'assez conséquent, je trouve. Ok, donc ça devrait rester une sorte de sous une structure anarchique, plus ou moins finalement contrôlée par le mec qui dirige le grand média, quoi. Oui, parce qu'après, puis même de manière purement pratique, je sais pas comment tu peux arriver à contrôler un réseau social, à part dans des pays un peu plus totalitaires où là, ils n'ont pas beaucoup de moyens de communication. En Iran, ils avaient coupé par exemple Internet, tout simplement, pour le faire. Je pense que dans des sociétés comme la nôtre en France, c'est quelque chose qui serait mais juste impossible. Qui est infaisable et qui, excuse-moi, utopique. Mais qui est même pas utopique, qui est débile en fait. En plus, ouais. Qu'est-ce que tu veux contrôler ce que les gens disent sur Twitter? Déjà, c'est pas démocratique. Ça sert à quoi? Et enfin, ça a pas d'intérêt en soi de contrôler d'essayer de contrôler une manifestation en passant par les réseaux sociaux. Si les gens veulent manifester, ils vont manifester, quoi. Oui, c'est vrai, mais est-ce que toutes les pubs que le gouvernement peut lancer par rapport à de la prévention ou c'est bizarre, mais j'ai toutes les normes sanitaires qui passent en tête là. Bon, ça n'a rien à voir avec les manifestations, mais est-ce que le gouvernement peut envisager de faire pareil sur les réseaux sociaux pour toujours endiguer ce genre de manifestation? Mais c'est de la com. Donc c'est pas le gouvernement directement, c'est les responsables politiques, le président, le premier ministre qui vont faire leur com, et ils le font déjà. En réponse à tel mouvement, Macron a fait un discours et derrière il va faire des tweets sur son discours avec les mesures qu'il a annoncées pour essayer de régler l'affaire, quoi. Mais ils le font déjà. Après, ils vont pas contrôler les réponses que les gens leur font, et encore heureux, sinon c'est plus une démocratie. C'est vrai. Ouais, ce que je veux dire, c'est que déjà depuis 2011, les réseaux sociaux sont très importants dans les mouvements sociaux, notamment Facebook a été très utilisé pour le printemps arabe en 2010-2011. Ensuite, je pense que les réseaux sociaux sont très pratiques pour une minorité pour être entendus par la majorité. En effet, la majorité des gens ils sont sur les réseaux sociaux, et si la minorité arrive à bien comprendre comment un réseau social fonctionne, arrive à bien justement utiliser certains mécanismes pour se donner plus d'importance que l'importance numérique des gens qui sont présents et qui défendent une unité qui appartient à une minorité, ça peut être particulièrement efficace parce que la minorité peut être considérée à ce moment-là comme étant la majorité, notamment sur Twitter, en inondant de tweets, en inondant les hashtags pour les faire monter dans les tendances. Une minorité peut imposer une idée à la majorité qui est souvent silencieuse. C'est nous, on regarde sur nos téléphones, on va pas forcément faire un tweet, etc. Ensuite, pour le contrôle des réseaux sociaux, en fait, c'est très compliqué. La barrière entre vouloir contrôler les fake news, ce qui est très important parce que voilà, il y a un vrai souci avec les réseaux sociaux de propagation des mauvaises informations. C'est ça menace la démocratie. Donc ça, c'est important. Donc là, on peut dire oui, il doit y avoir un contrôle de l'État. Mais en même temps, le fait que l'État censure, on n'est jamais à l'abri qu'il censure des idées qui soient vraies mais que le gouvernement voudrait cacher. C'est ça le gros problème. Et puis honnêtement, je pense que les gouvernements, ça les arrange aussi les réseaux sociaux parce qu'ils peuvent mener des campagnes parfois un peu agressives, notamment en période d'élection présidentielle. Et surtout, ils peuvent passer outre certaines réglementations du CSA, notamment liées au temps de... Comment dire ? Au temps de parole. Au temps de parole, voilà, exactement. Ils peuvent passer outre ces règles parce qu'elles concernent la télé, mais elles ne concernent pas les réseaux sociaux. Et la radio, ouais. Et la radio. Et enfin, si on prend un réseau social qui a été créé, il me semble, par un proche de Donald Trump qui travaillait chez lui à sa communication, s'appelle Getter. Et c'est un réseau social qui est très très proche de Twitter, jusque dans son fonctionnement, son design de l'application. C'est une application qui se veut justement sans aucun contrôle de l'État, sans aucune limite, sans aucune restriction à la liberté. Et malheureusement, aussi à ce moment-là, ça a des points négatifs. Parce que y a des gens qui vont propager des théories du complot, qui sont vraiment des théories du complot. Et il y a aussi un côté positif, c'est qu'il n'y a pas le risque justement de censure qui peut paraître abusif de l'État. Alors, je vais préciser quand même, ce réseau social il a été créé juste après que Donald Trump se soit fait bannir de absolument tout
après les manifestations du 6 janvier et les manifestants qui rentrent dans le Capitole aux États-Unis. Donc oui, il y a des fake news, etc. Alors il n'y a pas de contrôle de l'État, bon, ok, super, mais il y a des fake news, principalement parce que en fait c'est les fans de Trump et les mouvements, notamment QAnon aux États-Unis, qui ont créé et investi ce réseau social là. Donc c'est un réseau social qui a été créé pour partager ce que moi j'appelle des fake news. Eux sont persuadés que c'est la vérité, mais donc voilà, sur ce réseau social là c'est fait uniquement pour ça. Sur la question de réguler justement tout ce qui peut passer sur les réseaux sociaux, pour reprendre un peu en lien avec la trame générale qu'on avait avec le choc des générations, avec les mouvements sociaux, pour moi, après, avec tous les éléments démocratiques que vous avez dit sur le fait de réguler tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, pour moi, ce serait juste une erreur stratégique et politique, le fait d'avoir une régulation telle quelle, puisque si on compare, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont comparé mai 68 avec les Gilets jaunes de 2018, et si on compare les deux, dans un cas, certes, les Gilets jaunes ont été, entre guillemets, montés sur Facebook, mais mai 68, non. Et pourtant, ça a eu lieu. Et pourtant, on arrive même à les comparer tous les deux, de par leur violence et de par les proportions que ça a pris dans toute la France. Et pourtant, en mai 68, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Alors, justement, là, c'est... Tout à l'heure, je parlais des répertoires d'action. Il y a un analyste qui s'appelle Charles Tilly, c'est un politicien, pas un politicien, un politologue, pardon, excusez-moi, qui décrit un changement entre le XVIIIe siècle et le XIXe siècle, entre le XIXe siècle et le XXe siècle, un changement des répertoires d'action. En gros, avant, ça va être un peu long, mais c'est plus ou moins intelligent. Alors, en gros, si tu veux, au XVIIe, XVIIIe siècle, les manifestations sont au niveau très local, c'est-à-dire dans la commune, et ça se fait par des relations entre des individus qui se connaissent déjà avant et qui vont s'opposer. Ensuite, à partir du 19e siècle, on a une nationalisation de la politique. Avec, c'est après la Révolution française, etc. Et en fait, plus ou moins, à partir de la Troisième République, la politique devient nationale. Les gens commencent à connaître des personnalités politiques en dehors de le maire du village, voire le maire du village d'à côté. Et du coup, on a des mouvements sociaux qui commencent à se nationaliser et à grandir et à pas se limiter au village, mais à devenir des régions, etc. À toucher des régions, voire la politique nationale. Et là, c'est un des trucs qu'on a dit qu'on allait aborder. Aujourd'hui, alors Charles Tilly est mort, je crois, enfin voilà, mais il y a d'autres gens qui reprennent cette idée du changement de répertoire d'action d'ancien à nouveau et qui analysent aujourd'hui aussi un changement justement de répertoire d'action. Parce que la politique devient non plus nationale, mais supranationale, internationale. On a des mouvements comme Black Lives Matter, par exemple, qui commencent aux États-Unis, qui ont des répercussions dans toute l'Europe, etc. Mais 68, il y a aussi eu des répercussions. C'est aussi un mouvement qui s'inscrit dans une lignée de mouvements sociaux au travers de l'Occident principalement, mais qui était quand même très national. Et du coup, en fait, cette internationalisation-là, elle vient du fait que le monde, on vit dans un monde qui est de plus en plus mondialisé, on a de plus en plus de connexions, ça passe par les nouvelles, par les réseaux sociaux, etc. Et donc tout ça, ça nous amène à des mouvements sociaux qui sont plus internationaux, mais aussi à tout un nouveau répertoire d'action possible en fait, avec les réseaux sociaux, avec Internet, etc. Là, on a beaucoup plus de possibilités pour se mobiliser. Et donc en mai 68, certes, on n'avait pas Facebook, etc. Mais on avait d'autres trucs qu'on n'utilise plus aujourd'hui, et notamment les structures syndicales, les structures associatives, qui étaient beaucoup plus efficaces. Il y avait, j'ai pas les chiffres, mais le nombre de gens qui étaient, le nombre de salariés qui faisaient partie d'un syndicat à l'époque est beaucoup plus élevé. Et donc c'était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Et donc c'était beaucoup plus simple de mobiliser des gens autour de questions, puisque les gens faisaient déjà partie d'espaces syndicaux et d'espaces qui sont faits pour se mobiliser. Là où aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas, mais du coup les réseaux sociaux ont pris la place de ça en fait. Pour moi, les réseaux sociaux ont vraiment pris la place des syndicats, en tout cas dans les manifestations et les mobilisations collectives. Mais le problème des réseaux sociaux, c'est qu'à défaut des syndicats, les syndicats ont un statut juridique, alors que les réseaux sociaux, on peut tout dire
quand on veut. C'est l'un des enjeux principaux de comment est-ce qu'on prend en compte ce changement de répertoire d'action. Ok. C'est un enjeu principal de la politique comme on l'a fait actuellement. Ouais, ok. Après, honnêtement, je pense que c'est ce qui fait que les mouvements sociaux de nos jours, en partant des réseaux sociaux, notamment en basant, on va dire, ces revendications, cette voix du peuple par les réseaux sociaux, il y a un problème de légitimité, il y a un problème d'utilité, entre guillemets, quand même. Parce que je reprends les gilets jaunes, par exemple, mais les gilets jaunes, ce qui a vraiment marché, c'est quand même la loi sur la loi de carbone, sur mince, j'ai oublié le nom, sur tout ce qui concerne. Comment ? La consommation énergétique. Voilà, c'est ça. Et aussi tout ce qui était lié au prix du carburant. Bon, La taxe carbone. c'est ça, Ouais, qui a ça s'est été bien du coup ça- annulé. Ça s'est bien cassé la gueule quand même. Oui, bah alors c'est vrai que voilà. Bah, en tout cas, ça a marché, ça a fonctionné. Finalement, les gilets jaunes, on a critiqué, enfin, ça a été une critique d'abord pour ça. Finalement, c'est le premier truc que le gouvernement a décidé d'annuler. Au final, après, on a vu que plus ça s'étendait à des revendications sur les réseaux sociaux, moins on avait un intérêt de la part du gouvernement à écouter, etc., etc. Alors, au niveau du Parlement, c'est peut-être plus différent parce qu'il y a une pluralité de partis politiques, de positions. Et je pense que c'est ce qui fait que l'utilité de la manifestation en partant des réseaux sociaux et non pas d'un statut juridique, d'un statut officiel, fait que ça diminue. Après, je rebondis sur tout ce qui est manifestation, etc. On recontextualise un petit peu, on est en France. Le droit de grève, tout ça, c'est des droits qui sont extrêmement protégés. Ouais. Je veux dire, on le voit là encore actuellement. Je veux dire, récemment, il y avait je crois que c'était tout le domaine de l'éducation qui était dans la rue, qui s'est mobilisé pendant Les plusieurs profs, jeudis. On a eu les antivax, on a eu les gilets jaunes. En France, le peuple se fait entendre, parce qu'ils ont beaucoup déserté les urnes depuis quelques années. Il se fait entendre en allant dans la rue. C'est un peu malheureux, mais la manifestation... Enfin, malheureux non, parce que bon, ça a permis de faire avancer certaines choses. Mais on est dans un pays où la manifestation, elle a une place mais centrale, presque... je sais pas si un jour on la remettra en cause. Alors, si je puis me permettre, c'est pas forcément vrai. Alors, j'ai plus les chiffres et je viens de me souvenir C'est ce que que j'avais déjà j'allais vu ça. Mais les Français, on manifeste pas beaucoup plus que les Américains ou que les Anglais. On manifeste pas beaucoup plus. C'est juste qu'on le fait bien, nous. Quand on manifeste, on se fait voir. Je parlais du côté où en France, il est... alors je sais pas la législation aux États-Unis, mais en France, le droit de grève et tout ça, c'est extrêmement protégé. Après, la grève et la manifestation, c'est pas la même chose du coup. Oui, mais par la grève, tu manifestes une opinion. Tu te mobilises. Alors, on va faire la différence. Manifestation, c'est quand tu sors dans la rue et que tu fais un cortège, etc. Quand tu fais des grèves ou quoi, c'est de la mobilisation. Les mobilisations collectives. En gros, là, on fait un débat sur les mobilisations collectives, pas sur les manifestations. En soi, on peut tout comprendre parce que d'une grève, tu peux après dériver. Tu peux arriver sur des manifestations. En fait, Je pense que le mouvement social en lui-même, il englobe le tout. alors en sciences politiques, on parle de mobilisation Oui, collective, mais en mais, fait, c'est mouvement, aux yeux de c'est tout le monde, mouvement je pense. social. Le mot qu'on va utiliser, voilà, c'est mouvement social. La manifestation, la grève, etc., ça fait partie des actions du répertoire d'actions dont je parle. Après, justement, en France, on manifeste pas beaucoup plus que dans les autres pays. Après, oui, on a une tradition de la manifestation parce que beaucoup de choses sont arrivées en France par la manifestation. Moi, je pense qu'on se trompe un peu sur les définitions. Pour moi, la manifestation, c'est effectivement le fait de défendre une opinion en général. Et la grève, comme l'a dit très bien Laura, c'est un principe constitutionnel qui est inscrit dans le préambule de la Constitution de 1946, qui fait partie du bloc de constitutionnalité aujourd'hui. Donc, c'est un principe qui est protégé par la Constitution. Et en fait, la grève, et ça c'est normal qu'on confond parce que finalement c'est un terme qui est utilisé un peu à tout va aujourd'hui, la grève. Et la grève, ça se définit comme étant un mouvement collectif et concerté de salariés en vue d'appuyer des revendications professionnelles. Et donc, du coup, c'est le Qui droit nécessite un arrêt du travail. Oui, qui nécessite justement un arrêt complet du travail, effectivement. Oui. Mais du coup, là, la grève, juste, c'est vraiment dans le cadre du travail, quoi. C'est vraiment des salariés qui font grève. Oui, mais par exemple, justement, des profs qui font grève, en fait, ça n'existe pas. À pouvoir en parler d'un terme juridique. C'est ça, en fait. Oui, complètement. La grève, c'est vraiment pour les salariés et la manifestation, c'est en général.
Non, justement, la manifestation, c'est pas en général. La manifestation, c'est des gens qui se regroupent dans la rue pour aller gueuler. Oui, mais pour tout intérêt. Alors Pour que tout intérêt. c'est ça Ah non, mais je pense que justement, c'est ce que veut dire Victor. mais justement, je faisais la différence. Une grève, c'est deux actions qui sont complètement différentes. Mais une grève peut être une manifestation. Non. C'est une manifestation. Non, une grève peut pas être une manifestation. Une grève, c'est arrêter de bosser. C'est des Oui. salariés qui arrêtent de bosser. Si les salariés, ils arrêtent de dans ce bosser sens, ok, et je ils vois ce vont que dans tu la veux dire. rue, ils font une grève et une manifestation. Ok, Mais je c'est vois ce deux que tu veux choses dire. différentes. D'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Mais nous, c'est vrai qu'on a plus l'image d'une grève où les personnes vont dehors, brûlent des pneus, etc. devant l'entreprise. Dans ce cas-là, en ils font elle-même. deux choses différentes. Ils font une grève Justement. et ils profitent du fait de pas bosser pour aller faire une manifestation. Alors, du ou coup, un blocage. on On va- va aussi bloquer un endroit. Ok, mais du coup, on va redonner le contexte. C'est un mouvement de grève. Sans forcément avoir la grève en particulier où c'est l'arrêt de travail. Le mouvement de grève, là, on C'est un parle- mouvement social qui associe une grève et une manifestation. C'est Voilà pas un ça. Donc on va parler de mouvement de grève plutôt que de grève. Mais je pense que pour l'ensemble de nos auditeurs et pour nous-mêmes, on était à peu près dans ce schéma-là. Ouais. Kyrian, tu voulais réagir? Oui, je voulais simplement dire que je pense qu'une manifestation est avant tout une décision personnelle et qui n'est pas forcément conditionnée par le fait de l'exercer ensemble. Et du coup, si par exemple moi j'ai envie de dire que je suis pour tel ou tel candidat à telle ou telle élection ou pour tel ou tel parti, je vais manifester quelque chose sans pour autant être dans la rue pour le faire. Après, on pourra toujours jouer sur la définition autant qu'on veut. Mais si on doit reprendre du coup la trame qu'on s'est fixée, en ce qui concerne les mouvements sociaux, je pense qu'il y a une part à chaque fois pour les mouvements sociaux, une part non négligeable, de personnes qui souhaitent manifester et qui ne le font pas parce qu'ils vont pas dans la rue, même s'ils sont d'accord avec les mouvements sociaux. Et on peut par exemple prendre l'exemple de Hong Kong, avec des manifestations très vives, encore une fois. Même si je me trompe pas, je crois qu'en plus il y a eu des tirs à balles réelles qui ont fait des morts. Et par exemple, ce genre de procédé témoigne du fait aussi qu'il peut y avoir des gens qui restent chez eux et qui ont envie de manifester, mais qui ne se joignent pas forcément à une manifestation. Bah, pour rebondir sur ce que tu dis, Kyrian, il y a le côté de... Donc, tu parles bien du fait que manifester ne veut pas dire descendre dans la rue et avoir un rôle, on va dire, purement actif. Quelque chose de tout bête, mais il y a l'abstention qui fait pareil aussi. Quand tu décides de ne pas aller voter, alors tu peux décider de ne pas aller voter parce que tu t'en contrefiches de la politique et tu ne veux pas exprimer ton vote, mais l'abstention, ça peut être aussi un instrument de je manifeste mon opposition sur la politique sur le tableau politique qui va m'être dressé. Je suis contre, donc je ne me déplace pas pour voter. C'est aussi un autre exemple. Ça fait partie du répertoire d'action. C'est un mode d'action Mm. qui malheureusement n'est pas reconnu, donc qui sert En plus. pas à grand chose. En Mais France, on n'est pas reconnu. Ouais, d'ailleurs, je rebondis, mais Hong Kong, oui, il y a eu, selon TV5, apparemment, des tirs vraiment à balles réelles ont été faits à Hong Kong. Mais justement, la part de la population qui soutient un mouvement mais qui se mobilise pas ne manifeste pas en fait. Ils ont une opinion, ils sont d'accord, mais ils font pas partie de la manifestation. Mais selon ta propre définition, manifester sera aller dans la rue, voilà, et du coup porter ses revendications pour que tout le monde les entende. Mais à mon sens, je suis pas d'accord, parce que pour moi, mettre un message, par exemple, sur son mot Facebook, pour moi, c'est déjà manifester. Et c'est pas parce que tu vas forcément dans la rue ou que tu fais forcément telle ou telle chose qu'on peut déterminer une définition. Une définition, c'est assez général et encore plus quand il s'agit de manifester. Justement, c'est là où on voit le changement de répertoire d'action. Maintenant, mettre un message sur les réseaux sociaux, et je suis complètement d'accord avec toi, c'est se mobiliser. Mais je fais la différence parce que la manifestation, c'est un truc très spécifique. Je dis que c'est se mobiliser et pas manifester. Manifester, c'est vraiment sortir dans la rue, c'est la définition de la manifestation. Mais effectivement, quand tu exprimes une opinion politique sur les réseaux sociaux, tu fais du politique, tu as une importance dans un mouvement social et dans une mobilisation collective. C'est une forme de mobilisation. Ça fait partie du répertoire d'action des mobilisations. Mais je ne lâcherai pas sur le fait que ce n'est pas manifesté en soi. Mais c'est un problème de définition et en soi on s'en fout, on va pas passer 10 minutes dessus. Oui, justement, j'allais reprendre cette parole. Selon vous, une manifestation a-t-elle besoin d'un leader pour se faire entendre et pour toujours avoir ce côté légitime de descendre dans la rue ou du moins de se mobiliser pour pouvoir faire la distinction entre mouvement et mobilisation? À votre avis, est-ce que ce leader est important? Je vais répondre assez simplement non. Regarde, le plus grand mouvement social en France
quasiment depuis la Révolution, c'est les Gilets jaunes. En tout cas, alors on va dire depuis mai 68, en tout cas, c'est les Gilets jaunes. Il n'y a pas vraiment de leader. Ouais, mais il n'y a pas eu vraiment de changement concret. À part, comme on avait dit, la loi initiale. Ce qui n'empêche que c'est une mobilisation qui s'est faite, qui a pris le pays entier et dont on n'a parlé que de ça pendant des jours et des jours. Ça, c'est vrai. Et où il n'y avait pas de leader. Donc pour qu'une manifestation, qu'une mobilisation éclate et devienne un centre d'intérêt national, il n'y a pas besoin. Et même international, il n'y a pas besoin non plus. BLM, c'est le plus grand mouvement social probablement international de l'histoire. Et il n'y a pas de leader. Il y a une figure emblématique du mouvement qui est George Floyd, mais il est mort. Et Oui, il est une figure emblématique parce qu'il est mort. Et les personnes qui ont organisé derrière des manifestations, des mobilisations, qui ont construit ce mouvement social, on les connaît pas. On sait pas qui. Il y a une association principale et qui est aux États-Unis. Alors en France, il y a un peu plus de figures emblématiques. Mais aux États-Unis, il y en a quasiment pas. Mais alors, peut-être que c'est une question culturelle parce qu'aux États-Unis, on a quand même l'impression que le pays est tellement énorme, tant par sa géographie que par sa population, qu'il est compliqué d'avoir une figure pour le mouvement, sachant que le mouvement, du coup, il est dispersé. Alors qu'en France, on avait quand même une sorte de regroupement à Paris où une figure aurait pu prendre. Il y a pas mal de politiques qui ont tenté de le faire, mais qui n'ont pas réussi. La figure du mouvement BLM en France, c'est pas des politiques, c'est Assa Traoré. Justement. Mais c'est, il arrivait quand même un peu plus. Pour Black Lives Matter. Pour BLM. Ouais, Après, mais il arrivait, je trouve, un peu plus tard que ce qui s'est passé aux États-Unis. Et encore, c'était pas une figure, c'était plus en fait, ça concrétisait, on va dire, le mouvement. C'est surtout que le mouvement BLM en France, il s'est concrétisé autour de la figure d'Assa Traoré, mais en fait, Assa Traoré, elle a déjà une association avant le meurtre de George Floyd. BLM a commencé en 2013-2014 et donc existait avant le meurtre de George Floyd, mais ça a pris le monde à l'été 2020. Assa Traoré, déjà depuis le meurtre en fait d'Adama Traoré en 2015, si j'ai bonne mémoire, elle manifeste déjà contre la répression policière, contre ce genre de choses. Juste qu'elle est devenue la figure de BLM en France, notamment à la fin de l'été, je crois, avec une grande manifestation place de la République à Paris. C'était elle qui a parlé. C'était pas un homme politique, c'était quelqu'un qui était issu du mouvement associatif et qui a du coup une place particulière. Parce que ça n'a pas été rattrapé par les figures politiques françaises déjà établies. Oui. Alors, c'est vrai que de mon côté, je pense pas qu'on peut considérer que c'est un leader. C'est sûr qu'elle a pris la parole, mais elle n'a pas été à l'initiative. Enfin, c'est le comité Adama qui a lancé la manifestation place de la République. Qui a lancé la manifestation, ça d'accord, mais qui a porté la manifestation jusqu'à une discussion, par exemple, avec des élus. Mais je parle au sens national. Ça s'est fait naturellement de par la taille du mouvement BLM. Parce qu'ils se sont inscrits dans un contexte international où on ne parlait que de ça. En tant que soutien, du coup. En tant que branche française, en fait. Ouais, je vois. Mais après, c'est vrai que culturellement, il y a quand même une vraie différence. C'est d'ailleurs ce que sortait un écrivain, j'ai plus son nom, qui était sur France Inter, il me semble, et qui disait que c'est justement ce paradoxe qui fait que, vu qu'en France, on n'a pas la même culture qu'aux États-Unis et que les violences policières ne sont pas les mêmes par rapport aux personnes de couleur noire, il y a justement ce différentiel et qui fait que en France, c'était plus considéré comme un soutien qu'aux États-Unis, là où c'est vraiment l'initial, là où il y a vraiment eu besoin de mettre des normes. On part sur un autre débat, c'est la différence entre l'universalisme républicain et le multiculturalisme. Si tu veux, j'ai un super dossier que je vais t'envoyer. Et au pire, ça fera le sujet d'un prochain débat. Alors, mais pour rester au mouvement social, je pense que... j'aimerais savoir quand même un peu l'avis de tous, même si c'est un oui-non. Le leader est-il important ? Est-ce que Laura, tu as quelque chose à dire ? En fait, je suis assez d'accord avec ce qu'avançait Thomas. Puis je pars du principe que pour qu'un mouvement social soit entendu, il faut que ce soit la masse qui se soulève. Alors après, tu vas pouvoir me dire, oui, mais est-ce que cette masse, elle doit être levée par une personne ou pas ? Et je pense que non.
En fait, c'est difficile d'identifier une personne qui est à l'initiative du mouvement, qui va le mener, qui va le faire grandir, etc. Pour moi, c'est l'effet de masse qui va donner de l'importance au mouvement. Mais sans forcément que du coup qu'il y ait une Sans- revendication qui sorte. Non. Donc en gros, c'est juste une Tu mobilisation. ou un Attends, tu mouvement. parles de revendication ou d'une figure, d'une personne? Moi, je parle d'une figure qui va amener à ce que le mouvement, il amène à un changement concret. Non. En France, par exemple, pour Non. BLM, il y avait, oui, pas Alors. forcément besoin en termes de droit ou en termes de droit, parce qu'au final, on est dans une inégalité pour tous. Donc au final, tout ce qui était déjà écrit par la Constitution et par la loi, le législatif, il n'y avait pas besoin de rajouter quelque chose ou d'enlever quelque chose. De toute façon, du moment, pardon, je me reprends, où la cause elle est légitime, profonde et qu'elle appelle, qu'elle fait un écho dans la population d'elle-même risque de se soulever et la mobilisation pourra avoir un impact sans forcément qu'il y ait quelqu'un pour la revendiquer. Alors après, le fait qu'il y ait un leader, ça peut accélérer le tout. Ça peut être un instrument d'internationalisation, par exemple aussi. Genre si tu veux Pour Greta Thunberg, par exemple. par exemple, Ok. tu vois. En fait, c'est pas compliqué. Si ta mobilisation, elle a une cause profonde, légitime, voilà, que elle attire le plus grand nombre. Si tu rajoutes à ça un leader, effectivement, ton mouvement va peut-être pouvoir prendre de l'ampleur plus rapidement. Mais moi, tu vois, c'est vraiment sur cette notion de prolifération. Ok. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. Kyrian ? En lien avec la notion de leader, je pense qu'une manifestation ou un mouvement social en général ne fait émerger aucun leader. Tout simplement parce que la manifestation en elle-même, si on prend la manifestation des Gilets jaunes, on a eu des membres fondateurs, mais pas des membres leaders, parce que ce n'étaient pas des dirigeants de manifestation. Ils ont peut-être dû prendre des décisions sur le cortège, sur la ville dans laquelle ça se déroulait, sur le nombre de personnes, etc. Mais pour moi, le seul cadre dans lequel une manifestation est dirigée avec un leader, comme on disait, c'est le cas où il y a déjà en fait un leader à l'intérieur même du groupe qui est censé se mobiliser. Si on prend par exemple Florian Philippot qui défile dans les rues de Paris contre le vaccin, il est avec ses partisans, ses militants, mais c'est avant même la mobilisation, avant la manifestation, le leader de ses militants. Donc pour toi, le leader, en gros, il ne peut pas émerger après que le mouvement ait commencé. Exactement, parce que Ok. pour moi, dans une manifestation, il y a des personnes qui ne sont que des relais, en fait, des figures centrales de la manifestation, mais en aucun cas des dirigeants de la manifestation. Alors, Ouais, Thomas. ça peut arriver. J'ai un exemple d'un. Juste, on essaye de faire rapidos. Ouais, ouais. Non, mais Mais c'est même pas vraiment un contre-argument parce que je suis assez d'accord en soi. Je pense déjà qu'il y a un truc, c'est que avant, j'ai dit, il y a beaucoup moins de structures associatives, etc. Et avant, et syndicales, les leaders des manifestations avant étaient souvent le chef du syndicat, le chef de l'association. Et du coup, c'est ce que tu as dit, c'était des gens qui étaient déjà des leaders là. Sauf que vu qu'on a de moins en moins ça, du coup, il y a de moins en moins de leaders qui émergent. Il y a aussi les hommes politiques qui pouvaient être des leaders de manifestations, mais ça se fait beaucoup moins parce que les gens ont de moins en moins confiance ils font de moins en moins partie de partis politiques, etc. Par contre, il y a un exemple de leader qui s'est déterminé après le mouvement social, et en fait c'est le cas où une personne au gouvernement se prend d'une mobilisation collective et commence à porter le projet de cette mobilisation collective. Le leader dont je veux parler, c'est Christiane Taubira pour le mariage homosexuel. Ouais. Christiane Taubira, c'est la figure du mariage homosexuel parce que c'est la ministre de la Justice qui a porté le projet du gouvernement de légaliser le mariage pour tous devant l'Assemblée. C'est elle qui l'a défendu corps et âme. Et donc du coup, elle apparaît comme la figure de la légalisation du mariage pour tous. Mais c'est évidemment pas elle qui a lancé le mouvement, parce que c'est un mouvement qui a des dizaines et des dizaines d'années. Et c'est juste qu'elle a récupéré le projet et qu'elle l'a porté au sein du gouvernement et donc au sein directement des institutions. Totor, pour finir, as-tu quelque chose à nous dire ? Oui, moi je pense que c'est très important d'avoir un leader. Si on prend la Révolution française par exemple, il y en a eu plusieurs qui ont mené, à bien ou à mal on pourra en discuter, mais qui ont quand même été très présents. Sieyès, Mirabeau, Robespierre, Danton, c'est des gens qui ont fait aussi la Révolution, donc c'est important d'avoir des leaders. En mai 68, on avait notamment Cohn-Bendit, c'est le premier qui me vient à l'esprit. Et puis je pense que c'est très important justement d'avoir un leader afin que ce leader justement puisse devenir un relais pour l'élite. Soit c'est la personne qui
qui va représenter le mouvement social pour porter ses idées auprès des élites politiques, ou alors carrément représenter le mouvement pour se présenter ensuite sur des listes électorales et espérer être élu au niveau local ou au niveau national, par exemple, en devenant député. Enfin, si on prend Ingrid Levavasseur, qui voulait justement porter le mouvement des Gilets jaunes, et notamment se présenter aux élections, et ben on se rend compte qu'elle s'est fait tirer dessus à boulet rouge, qu'elle n'a du coup pas réussi à représenter le mouvement parce que les propres personnes qui participent à ce mouvement ne voulaient pas qu'elle le représente, voulaient que personne le représente. Donc, du coup, ce qui fait que je pense que ça a participé au fait que les Gilets jaunes n'ont pas pu avoir un impact suffisamment important au sein de l'élite politique. Après, il y a un truc aussi qui est dû à la nature du mouvement des Gilets jaunes, qui, vu que c'est un mouvement qui est apartisan et avec des gens en fait, qui sont complètement opposés, parce qu'il y a des gens d'extrême gauche et des gens d'extrême droite qui se retrouvent dans le même mouvement. Du coup, forcément, tu peux pas avoir un leader. Oui, et du coup, c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné, je pense. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, c'est pas que pour ça. Mais... En tout cas, je trouve que c'est un sujet ultra intéressant, même que ce soit en off ou ici en pleine radio. D'ailleurs, je serais très étonné et même très content que nos auditeurs réagissent. tu serais étonné parce qu'il n'y a pas d'auditeurs. Enfin, écoute, on est notre propre auditeur, c'est ce qu'il faut se dire. Exactement. En tout cas, peut-être qu'on aura des retours et on sera très heureux de les lire, de les lire tout simplement. Et je vous remercie énormément d'avoir pris le temps et d'avoir aussi participé activement à ce débat. Voilà, je salue tous nos auditeurs du coup et on se dit à une prochaine fois pour un débat, une chronique ou autre. Au revoir. Salut. Au revoir. Au revoir.